Cet épisode est présenté par Infoprocréation. Infoprocréation qui a été fondée pour informer, pour accompagner les personnes qui ont recours à la gestation pour autrui, c'est-à-dire, bien sûr, utiliser une femme porteuse pour avoir un enfant. Quand une personne souhaite avoir recours à la gestation pour autrui, Infoprocréation vous donne tous les outils, toutes les ressources, l'information, tout ce dont vous aurez besoin pour votre projet qui vous tient bien sûr très à cœur quand on se lance là-dedans. Donc, vous souhaitez comprendre les lois encadrant le processus à la recherche d'une femme porteuse aussi ou que vous soyez à toute autre étape du processus, bien sûr, bien, on est là pour vous aider dans votre démarche. Infoprocréation, oui, vous propose notamment des webinaires, tout ce que vous devez savoir sur les aspects médicaux, légaux, psychologiques, financiers. C'est un gros dossier quand on se lance là-dedans, alors on est là pour vous épauler. Le prochain webinaire va être animé par Maître Héloïse Pion, qui est avocate en droit de la famille, notamment en gestation pour autrui, qui va parler de la loi sur la réforme du droit de la famille qui encadre désormais la gestation au Québec. Ne manquez pas la conférence. Ça va se passer le mercredi 24 avril à 19h30. Vous pouvez vous inscrire en visitant le site web info-procréation.ca. Infoprocréation qui est votre boussole en procréation assistée. Bienvenue au podcast Les Infertiles avec Anne-Marie. Allô. Christine Bélanger en remplacement d'Élodie. On est toujours en compagnie de Maître Héloïse Pion. Bonjour. Bonjour. On a eu un entretien dans un podcast précédent concernant cette loi pour la gestation pour autrui que tu as magnifiquement décortiqué pour nous. On y a vu plus clair. Je pense que tu connaissais déjà bien la loi, mais quand même. C'est très intéressant et tu nous as suggéré de parler de la portion hors Québec de la loi. Alors, moi, j'irai dans le vif du sujet tout de suite. Alors, je te laisse en fait, non, mais je veux juste poser la question parce que là, on dit, on a parlé dans le premier épisode qu'il y avait 2 phases, 6 mars, 6 juin. 6 mars, c'est dans les projets au Québec. 6 juin, c'est les projets hors Québec. Est-ce qu'on peut, pour commencer, faire la différence? C'est quoi la différence hors Québec au Québec? Bien sûr. La portion au Québec, c'est vraiment quand les parents d'intention et la femme porteuse sont tous domiciliés au Québec depuis au moins 1 an avant la signature de la Convention de grossesse pour autrui. Ouais. Donc, la Convention, si vous ne savez pas c'est quoi, on en a parlé dans l'épisode précédent. Là. C'est une convention qu'il faut signer... Devant notaire. Devant notaire. Exactement. Alors, c'est vraiment pour les cas où tout le monde est au Québec, essentiellement. La GPA hors Québec vise vraiment les cas où les parents d'intention sont domiciliés au Québec et la femme porteuse est hors Québec. Alors là, on parle du cas où, par exemple, la femme porteuse est dans un autre pays ou dans une autre province ou territoire du Canada. Alors, on voyait quand même qu'il y avait beaucoup de cas... de grossesse pour autrui qui se font en Ontario, notamment. Et ces cas-là sont visés par le volet de la loi GPA hors Québec qui rentre en vigueur le 6 juin 2024. Alors, c'est pas tout de suite, mais ça vient vite. Et d'ailleurs, on n'a pas encore toutes les informations sur ce volet-là de la loi parce que la réglementation n'est pas encore publiée. On a un projet de règlement qui a été publié, mais on n'a pas le texte final du règlement. Et on n'a pas non plus la liste des États désignés. Alors ça, je pourrais vous en parler très bientôt, mais on ne sait pas quels seront les États qui sont légalement acceptés par le Québec comme étant des États où il peut y avoir des projets de GPA. Est-ce que l'extérieur du Québec, mais à l'intérieur du Canada, ça, c'est accepté par défaut ou on ne le sait pas encore? Bien, c'est pas dit que c'est accepté par défaut, mais on peut croire que oui, que ce sera le cas, ouais. Parce que on s'entend que l'objectif de cette loi-là, c'est de permettre que les États désignés soient ceux où le processus de GPA est encadré de façon suffisante pour protéger les droits autant des femmes porteuses que des enfants à naître. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment la préoccupation du législateur pour désigner ces États-là, de s'assurer que là-bas, dans ce pays-là, il y ait un processus qui soit en place qui protège les droits humains, qui protège les droits de toutes les parties en cause et donc qui respecte essentiellement les règles d'ordre public qui sont mises en place au Québec, notamment sur la rémunération. Alors là, c'est un élément
qu'on se demande actuellement et on n'a pas encore les réponses. Il y a beaucoup, beaucoup d'États où les contrats de mère porteuse sont légaux et rémunérés. Comme les États-Unis, par exemple? Notamment. Ouais. Alors, il y a des cas aux États-Unis. Il y a un cas en Inde, notamment. Ouais. C'était dans mon dossier dont je vous ai parlé dans le podcast précédent. Au tout début de ma pratique, on avait un dossier qui impliquait une femme porteuse en Inde. Et là-bas, c'était tout à fait légal, encadré par un contrat dans des cliniques où les femmes porteuses étaient rémunérées. Alors, c'était... Et ça... Tout était légal là-bas. Ouais. Alors, c'est sûr que là, il va y avoir assurément des chocs de conscience, là, puis des enjeux qui vont se produire parce qu'il a toujours été au cœur de l'esprit de la loi au Québec, puis de l'intention manifestée par le législateur, par le procureur général du Québec, de ne pas encourager d'aucune façon le non-respect des règles d'ordre public comme le fait de ne pas rémunérer la femme porteuse. Donc, ça va quand même restreindre... Possiblement beaucoup. Alors, tu sais, quand on pense que notre voisin, les États-Unis, pourrait potentiellement ne pas être accepté, on ne sait pas. Ouais. Mais on ne sait pas. Ça va dépendre. Peut-être que ça va être certains États des États-Unis où c'est encadré, que ça ne peut pas être rémunéré. En ce moment, on nage dans l'inconnu, totalement. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont dévoiler cette la liste? Non, mais on sait que la loi entre en vigueur le 6 juin. Alors, demain, le 6 juin, là, il le faut. Alors, c'est un peu ça, mais tu sais, on l'a vu dans le premier volet de la loi pour le 6 mars. Le règlement final a été adopté, ça fait très peu de temps, et la loi entre en vigueur dans 2 jours. Alors, tout se fait un petit peu à la dernière minute actuellement et ça crée évidemment beaucoup d'insécurité pour des parents d'intention qui ont déjà des projets qui étaient sur le point de se concrétiser dans d'autres pays ou d'autres provinces. Juste préciser, dans 2 jours, à partir d'aujourd'hui de l'enregistrement, on enregistre le 4 mars, mais... En rediffusion, ça sera déjà passé. Adopté. Exact, tout à fait vrai. Est-ce qu'il y a une situation qui est prévue dans le cas où une femme porteuse du Québec porte un enfant pour un couple hors Québec? La loi ne vise pas à encadrer ce cas-là parce que ce qu'on veut vraiment encadrer, c'est la filiation des enfants qui vont être domiciliés au Québec. Alors, quand la femme porteuse porte un enfant pour des parents qui ne sont pas au Québec, cet enfant-là, normalement, va vivre dans un autre État ou une autre province. Alors, le Québec ne vise pas à encadrer ce volet-là de la GPA. Alors, dans ces cas-là, la femme porteuse doit s'assurer que les parents d'intention, dans leur État, dans leur province, le processus est légal, est encadré et les règles sont suivies conformément à la loi, aux droits de cet État-là. Alors, c'est vraiment pas ce que vise la loi 12. Si les parents d'intention vont dans des cliniques de fertilité à l'extérieur du Québec, est-ce que ça fonctionne quand même ou... Oui. Donc, ils peuvent aller dans des cliniques de fertilité à l'extérieur du Québec si c'est un État désigné. Okay. Alors, on revient toujours à la même question. Quels seront les États désignés? Alors, c'est certain qu'il y a déjà des cas comme ça qui se posent en ce moment. Attends, ils ne pourront pas aller dans une clinique à l'extérieur du Québec pour faire le processus de fécondation in vitro si l'État n'est pas désigné? Je pense que la question, c'était si on va faire le transfert d'embryon dans une clinique en Ontario, par exemple. OK. Et que la naissance est au Québec. Ah, que la naissance est au Québec. OK, bien ça, il y a pas... Ça ne change rien. En fait, quand les parents d'intention et la femme porteuse sont au Québec, c'est le processus au Québec qui doit suivre. C'est la loi au niveau celle qui entre en vigueur le 6 mars. Donc, avec la séance d'information préalable, la convention notariée de GPA, c'est ça le processus. Quand on parle de GPA hors Québec, c'est vraiment plus les cas où la femme porteuse est à l'extérieur. Mais donc, on s'en fout où est-ce qu'on fait le processus médical. Tant que tout le monde est OK. Tout le monde est... Si, par exemple, il y a un couple qui est québécois, va dans une clinique de fertilité de New York ou de l'Ontario, par exemple, pour faire le transfert d'embryons congelés, est-ce que c'est problématique? Mais moi, en première vue, je ne vois pas en quoi ça le serait si toutes les règles sont respectées au niveau dépendamment du processus, là, parce que ça dépend toujours où est la femme porteuse. Oui. Essentiellement, c'est ça qui est le plus important. Oui. Okay. Les parents d'intention qui sont domiciliés au Québec,
bien, ils vont devoir suivre un processus si la femme porteuse est au Québec et accouche au Québec. Et s'il y a un autre processus si la femme porteuse est domiciliée à l'extérieur du Québec. Alors, il y a 2 branches. Okay. Mais l'endroit où se situe la clinique, c'est pas un critère de la loi, ça. Change rien. C'est l'accouchement, en fond, qui prime. En fait, c'est le domicile. OK. Alors, c'est même ça, parce que dans le fond, on ne sait jamais dans la vie. Là, je veux dire, même des Québécois peuvent aller en vacances au Mexique puis accoucher là. Alors, c'est pas le lieu de l'accouchement qui est prévu par la loi, c'est vraiment le domicile des parents et de la femme porteuse. Mais donc, tantôt, elle a posé une question par rapport à une femme porteuse domiciliée au Québec pour des parents d'intention domiciliés hors Québec. Même si elle accouche, si on pense au domicile, si elle accouche à l'extérieur du Québec, est-ce que ça encadre quelque chose? C'est juste, c'est pas dans la loi, fait qu'on sait pas ce qui va se passer. Bien, ça va être le droit de l'État où est-ce que les parents d'intention sont domiciliés. Parce que ça va être... Ce qu'on se demande, c'est où l'enfant va vivre. L'enfant qui va naître, là, ses parents d'intention sont domiciliés où? Ils vont vivre où? Ouais. S'ils vivent en Ontario, ben il faut s'assurer que le processus est conforme aux lois ontariennes. Si l'enfant va... Parce que c'est là qu'on veut que sa filiation soit reconnue avec ses parents d'intention. Alors que si l'enfant va naître au Québec, ben peu importe... Ben en fait, va vivre au Québec, pas naître au Québec, mais va vivre ici. Il faut s'assurer que le droit québécois va reconnaître le lien de filiation qu'il y a avec ses parents. OK. C'est bon. Si on pense, par exemple, à l'Ontario qui a des modalités différentes par rapport à la loi pour la gestation pour autrui, on dit, entre autres, que la femme porteuse peut décider à la naissance de garder l'enfant, peut décider à tout moment de faire une interruption de grossesse. Pourquoi est-ce qu'on a ces différences-là entre la loi du Québec puis la loi de l'Ontario? Ben, en fait, les différences législatives, premièrement, moi, je suis pas formée ni... je suis pas membre du barreau de l'Ontario, là, alors je peux pas me prononcer sur le droit ontarien en tant que tel, mais ce que je peux dire, c'est que les différences législatives d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre, c'est vraiment un choix du législateur. Alors, c'est l'Assemblée nationale de chaque endroit, du Québec, de l'Ontario, qui décide qu'est-ce qui seront les modalités de la loi. Et est-ce qu'il y en a qui sont plus rigides, qui sont moins avancés dans le processus, qui sont plus frileux? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça depuis déjà de nombreuses années, que la GPA est légale et encadrée, et donc qui sont probablement plus avancés que nous? Assurément. Alors, c'est vraiment une question de choix du législateur. Puis ça dépend aussi de la population où elle en est au niveau de ses valeurs puis de son acceptation de ce type de projet-là dans chaque État. Puis le législateur, souvent, va suivre la tendance un peu de la population puis des moyens de pression qui sont faits aussi parfois, là, parce qu'ici, au Québec, ça fait des années que c'est sur la table, qu'il faut que le législateur encadre la GPA parce que c'était pas fait. Alors, c'est dur de dire qu'est-ce qui explique les différences d'une place à l'autre parce que c'est vraiment un processus complexe. Puis, tu sais, il y a des experts qui vont en commission parlementaire. Puis là, les députés choisissent de retenir un volet plutôt que l'autre. Il y a des propositions qui sont faites. Ici, par exemple, on avait un comité consultatif qui avait fait des recommandations dont beaucoup ont été mises en place, d'autres non. Alors, tu sais, c'est vraiment une question des députés qui sont à l'Assemblée nationale puis qui prennent la décision, là. Et pour faire du pouce... selon la loi, ce que je comprends, c'est que la femme porteuse peut mettre fin à la convention, au contrat avant la naissance, mais après, en fait, tout le long du processus. Oui, c'est ça. Ici, au Québec, la femme porteuse est la seule qui, unilatéralement, peut dire, ben moi, je mets fin à la convention de GPA et donc, je garde l'enfant ou je mets fin à la grossesse. Ouais. C'est vraiment le choix de la femme porteuse. Et ça, c'est un choix du législateur d'avoir maintenu ce qui existait déjà au Québec à ce niveau-là. Alors, il a toujours été... déterminé que la femme qui porte l'enfant et qui accouche pouvait conserver cet enfant-là, même si c'est pas sa génétique. Mais d'un point de vue légal, à quoi sert une convention si juste une partie peut mettre fin? Bien, en fait, elle sert à s'assurer, notamment, que tout le monde comprend l'importance de ce qu'on fait. Ouais. Alors, c'est sûr qu'au bout de la ligne, ce qu'on veut protéger, ça a toujours été dans l'esprit du législateur, la femme porteuse et l'enfant à naître, de façon prioritaire. Alors, tout ça est mis en place pour assurer la plus grande protection possible du respect des volontés qui ont été mises en place par tout le monde au départ.
Alors, c'est sûr que quand on est accompagné d'un notaire qui nous explique nos droits, nos obligations, qu'on va signer un acte notarié qui dit qu'on a l'intention de participer à un projet parental, de porter un enfant pour quelqu'un d'autre, bien, ça a quand même un poids. Tu sais, ça a une force qui est importante au niveau de la démonstration de volonté. Mais est-ce que la femme porteuse peut dire « je vais garder l'enfant quand même », oui. Ça, c'est encore le cas au Québec. Mais c'est pas un changement, en fait. Parce que c'était comme ça avant. C'était comme ça. C'est ça. Mais la valeur du contrat, parce qu'avant, c'était nul de nullité absolue, donc ça valait rien de faire un contrat. Mais maintenant qu'on a un contrat, mais qu'il y a juste une partie qui peut y mettre fin, ça veut pas dire qu'il y a au final pas de valeur. Parce qu'on dirait que le fait que c'est pas égal... Mais en fait, le contrat a la valeur pour plein de choses. Parce qu'avant, on pouvait signer un contrat qui prévoyait que telle dépense allait être remboursée, que voici quel est le montant de l'indemnité pour perte de revenus de travail qui va être remboursé. Puis ce contrat-là n'avait aucune valeur légale. Tandis que là, alors que maintenant, ça a une valeur légale. Tout ça est exécutable. En fait, la personne qui est la plus protégée là-dedans, entre les parents d'intention et la femme porteuse, c'est manifestement la femme porteuse, parce que c'est elle qui s'assure notamment que les remboursements vont lui être faits conformément à la convention, puis tout ça, ça protège beaucoup le processus pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abus. Mais est-ce qu'on peut empêcher une femme porteuse de dire « ben je vais garder l'enfant » ? Non. Sauf que reste qu'elle va passer par un processus très long, très intense. Pour faire ce choix-là au bout de la ligne. Alors, les risques sont beaucoup amoindris, notamment par la rencontre au départ d'évaluation au niveau psychosocial et éthique sur le projet. C'est quand même un 3 heures qui va être passé avec un professionnel, par la femme porteuse d'une part, par les parents d'intention de l'autre part. Tout ça a toujours été fait là, de façon consciente des risques par tout le monde. Mais la réalité, c'est que si vous me demandez est-ce que j'ai déjà entendu parler dans un de mes dossiers que la femme porteuse a gardé l'enfant, non, jamais. Alors, est-ce que ce risque-là, c'est un risque zéro? Non plus. Mais c'est quand même fin comme risque. Mais c'est exactement. Tu sais, je veux dire, dans la vie, on prend toujours des risques sur plein de choses. Ça fait partie du risque. Surtout que, tu sais, il arrive souvent que les femmes porteuses, c'est pas des amis ou des proches, là. Des fois, les gens vont se trouver sur des réseaux sociaux. Il faut s'assurer de développer une relation de confiance, de prendre le temps qu'il faut dans ce projet-là pour être certain que c'est bien la volonté de tout le monde de faire les choses comme ça. Puis, tu sais, et je l'ai vu, ça, par contre, des parents d'intention qui, à un certain moment, quand ils rentraient dans des discussions un peu plus difficiles sur, justement, les questions financières ou tout ça avec la femme porteuse, bien, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui ne matchait plus. Là, le projet se finissait là parce qu'il y avait un doute. Alors, tu sais, ça, c'est pas juridique pantoute, là, mais le fait de suivre ton instinct puis ton cœur dans ce type de projet-là, je pense que c'est quand même important parce que, vraiment, la loi n'encadre pas tout. Il y a encore une part de risque. Il n'y a pas le social. Mais même pas avec les rencontres. Avec les rencontres, ça touche ce volet-là, les rencontres psychosociales. Puis je veux dire, il y a le processus avec les médecins. Il y a plein de professionnels qui entrent en jeu dans ce processus-là. Alors, c'est difficile aussi, je pense, pour une femme porteuse de dire, ben je vais passer à travers tout ça pour finalement garder l'enfant. Les chances sont minces. Est-ce que c'est impossible? Non, ce l'est pas. Mais il ne faut pas croire que la Convention n'a pas de valeur. Elle a une valeur. Puis une des plus grandes valeurs que la Convention a, c'est le fait qu'elle permet maintenant d'être juste transmise au directeur de l'État civil et de donner un acte de naissance qui va être conforme à ce projet-là. Ça n'existait pas. C'est exceptionnel. Ben oui. Alors, cette valeur-là, la Convention, elle est immense. Alors, on ne peut pas dire que la Convention n'a pas de valeur. Elle a vraiment une valeur. Puis, c'est important de le faire de façon accompagnée. Puis, c'est ce que la loi prévoit, de s'assurer que ça va être un notaire qui va accompagner les gens pour que ce soit bien fait. Les étapes dont on a parlé depuis le début de notre entretien s'appliquent que ce soit une femme porteuse inconnue ou une femme porteuse de notre entourage, par exemple. Oui. Même si c'est quelqu'un, par exemple, des fois, on voit que c'est la sœur du père, par exemple, ou peu importe, une cousine, une tante. Ça peut être des proches, mais ils vont quand même devoir suivre exactement le même processus.
Alors, c'est pas plus simple à cause d'un lien familial ou d'un lien de proximité. C'est exactement la même chose. Ça vise vraiment à ce que ce soit un processus qui est uniforme, puis qui permet que tout le monde ait la même information juridique. Parce que des fois, c'était ça aussi, hein. Les gens qui se connaissent bien, « Ah, mais j'ai pas vraiment besoin de consulter un notaire ou un avocat, tu sais, c'est ma sœur, c'est ma cousine, j'y fais confiance. » Mais non. C'est toujours nécessaire d'être soutenu dans ce processus-là, puis de s'assurer, autant au niveau psychosocial, éthique, qu'au niveau légal, que tout est bien encadré. Dans le reste du pays, dans le reste du Canada, il y a des agences de matching entre des femmes porteuses et des couples. Est-ce que c'est quelque chose qui est légal de cette façon de fonctionner-là? Ça dépend. Il faut s'assurer que le processus est fait de façon à ce qu'il n'y ait pas de rémunération. Alors, c'est toujours la même chose. C'est plus difficile parce que au niveau des agences, ils exploitent une partie de la loi qui leur permet de faire ce processus-là de match sans qu'ils soient rémunérés directement pour le faire. Alors, il y a une espèce de grille dans la loi à ce niveau-là qui fait que ça a été toléré au cours des dernières années par le gouvernement fédéral, dans la mesure où c'était vraiment une façon de faciliter les matchs. Mais il faut s'assurer que tout est fait de façon conforme à la loi fédérale parce que la loi fédérale prévoit des amendes, puis des pénalités qui peuvent aller même jusqu'à l'emprisonnement quand le volet rémunération n'est pas respecté. Alors, il y a eu des cas, mais c'est quand même pas beaucoup de cas, d'agences qui ont déjà été condamnées au pénal comme ne respectant pas la loi fédérale, mais c'est vraiment l'exception. Normalement, ils vont s'assurer que leur convention, que leur service qu'ils offrent est conforme à la loi et il n'y a pas d'enjeu, mais c'est... Est-ce que les parents d'intention doivent offrir une rémunération à l'agence? J'imagine que oui. Ben, en fait, c'est certain qu'ils payent les services de l'agence. Ça, c'est correct. Là, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est pas les parents d'intention qui font affaire avec ces agences-là. C'est l'agence qui peut se retrouver d'une façon à pas respecter la loi si elle fait pas les choses comme il faut. Alors, les amendes qui ont été octroyées à ce jour, c'était l'agence qui devait payer des amendes parce qu'il y a un processus qui n'était pas respecté. Alors, les parents d'intention eux-mêmes, j'ai pas entendu de cas où c'était eux qui étaient reconnus coupables de ne pas avoir respecté la loi, là. Alors, eux, ils prennent un service et c'est le consommateur, là, c'est pas celui qui offre le service. Alors, c'est certain qu'on veut toujours plus protéger le consommateur que le marchand, qui, lui... Est-ce que les agences vont être encadrées au Québec? Et on ne sait pas comment ça va être encadré au Québec, cette question-là, parce qu'à ce jour, il n'y a pas vraiment d'agence comme on en voit dans le reste du Canada. Alors, pourquoi? C'est une bonne question, mais je pense que c'est une question de marché aussi, là, d'offre et de demande. Alors, est-ce que, vu que ça s'est moins développé ici, même les Québécois allaient plus à l'extérieur, est-ce que là, ça risque de se développer parce que le processus hors Québec est plus complexe? Ouais. Peut-être que ça peut être une occasion pour moi aussi de vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est du processus hors Québec, parce que franchement, c'est compliqué. Vraiment, il y a une volonté du législateur de rendre ça complexe et donc, manifestement, de décourager ce type de processus-là. Alors, ce qui pourrait faire en sorte qu'au Québec, on va voir des agences apparaître, peut-être, parce que ça devient tellement difficile d'aller hors Québec que ça risque d'en décourager plusieurs. Alors, à compter du 6 juin 2024, les étapes à suivre pour les projets hors Québec, donc là, je rappelle, c'est les cas où les parents d'intention sont domiciliés au Québec et la femme porteuse, elle, est domiciliée hors Québec, autant dans les provinces du Canada que dans un autre pays. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut que ce soit un État désigné par le gouvernement du Québec. On n'a pas la liste encore. Cet État désigné par le gouvernement du Québec est vraiment un critère prépondérant parce que sinon, la filiation de l'enfant ne sera pas reconnue au Québec. Alors, c'est une conséquence grave, là, parce que la filiation, c'est notamment ce qui facilite les questions de garde d'enfants. Je veux dire, les principales personnes qui ont la garde d'un enfant, c'est les parents. Avant qu'une garde d'enfant soit confiée à un tiers, qu'il n'y a pas de lien de filiation, le processus est beaucoup plus compliqué. Ça complique les questions de succession. Parce que quand on n'a pas de testament, notre succession légale, c'est en faveur de nos enfants, de notre conjoint à la base, et bon, par la suite, d'autres
d'autres étapes, mais à la base, le lien de filiation, c'est quelque chose d'important et de prépondérant dans notre société. Alors, la conséquence, c'est que le lien de filiation ne serait pas reconnu. Si le lien de filiation, c'est d'être reconnu comme le parent légal. Exact. C'est ça. D'être le parent d'un enfant. Ouais. Alors, c'est le lien père-enfant, mère-enfant. Ouais, okay. C'est ce lien-là, le lien de filiation. Alors, si ça, c'est pas reconnu, ça complique plein de choses dans la vie. Ça peut mener à l'intervention de la direction de la protection de la jeunesse, parce que là, on n'est pas le parent de cet enfant-là. Puis là, tu sais, il y a plein de conséquences qu'on peut imaginer qui sont pas agréables. Alors, il faut s'assurer que les projets hors Québec vont respecter la loi. Et donc, la première chose, on revient un peu au processus comme au Québec. La première étape, c'est la rencontre d'information que les parents d'intention doivent suivre. Alors là, la loi ne le prévoit pas pour la femme porteuse parce qu'elle n'est pas au Québec. Alors, les parents d'intention doivent participer à une rencontre d'information sur les implications psychosociales et les questions éthiques que le projet parental implique. Donc, on peut s'attendre à ce que ça risque d'être une rencontre de 3 heures, un peu comme celle qu'on connaît pour les projets au Québec. Ensuite, première chose qui diverge des projets au Québec, les parents d'intention doivent demander une autorisation préalable du ministre de la Santé et des Services sociaux. En transmettant leur attestation de participation. Alors, Monsieur le ministre, Madame la ministre, nous avons suivi notre rencontre d'information. Voici notre projet parental. Nous souhaitons une autorisation préalable. Le ministre, par exemple, accorde cette autorisation préalable en ayant vérifié que c'était bien un État désigné où le projet aurait lieu. Et on sait que ça va toujours vite, tes réponses? Du ministre, bien sûr. On peut s'attendre à une rapidité extrême. Bref, une fois que cette autorisation est obtenue du ministre, ensuite, le projet de convention de grossesse pour autrui doit lui être soumis pour autorisation. Avant de signer? Oui. Mais il faut le faire. Il faut faire la convention. Alors, on fait un projet de convention, on envoie ça au ministre, on lui dit « C'est-tu correct? » Et là, le ministre nous dit « Oui. » Ah, là, on peut le signer. Alors là, on signe la convention, puis on lui envoie. On lui envoie encore? Au ministre. On dépose au ministre la convention. Alors, après l'avoir signé. Donc là, ça, c'est si le ministre dit non, ben, t'as floqué ton projet. Alors, ça finit là. Trouve-toi une femme porteuse du Québec. Ou tu modifies ta convention pour qu'elle soit conforme aux volontés du ministre. Ouais. Alors, mais si c'est pas un État désigné, bon, déjà là, ça fonctionne pas. Mais ça se peut que le ministre dise, ben, votre convention est pas conforme pour telle raison, veuillez la modifier. Bon, j'imagine qu'il va y avoir une certaine forme de flexibilité pour permettre aux gens de se corriger. Ça, on fait toujours ça avec un notaire. Ben en fait, là, c'est pas prévu que ça doit être une convention notariée. OK. Alors là, ce qu'on s'attend, vu que c'est un projet hors Québec, c'est que les gens vont peut-être faire des conventions hors Québec aussi, parce que c'est déjà le cas. Tu sais, souvent, on voit que les gens signaient des conventions avec des avocats en Ontario ou aux États-Unis. Les conventions étaient signées dans le pays où se trouve la femme porteuse la plupart du temps. Alors, c'est cette convention-là qui va devoir être soumise pour autorisation au ministre. Mais là, justement, il faut s'assurer que cette convention-là ne prévoit pas de rémunération. Alors, peut-être que ce qui va se faire, là, on peut s'attendre à ce que, par exemple, les cliniques aux États-Unis qui veulent continuer à avoir des clients québécois, ils vont avoir une convention avec rémunération pour leurs clients aux États-Unis, puis une convention sans rémunération de la femme porteuse pour leurs clients du Québec, parce que sinon, cette convention-là ne passera jamais le test du ministre. Alors, les agences hors Québec, pour avoir des clients québécois, vont devoir s'adapter. À ça. Ouais. Là, la question, c'est est-ce qu'ils vont vouloir faire ça? Parce que ces agences-là, ils ont déjà des avocats, ils ont déjà des conseillers juridiques. Là, ça implique qu'ils vont devoir faire affaire probablement avec un conseiller juridique au Québec pour s'assurer que tout est conforme. Ouais. Ça augmente les coûts, ça augmente la complexité. Il risque d'avoir des agences qui vont dire « Moi, j'embarque pas là-dedans. Là. Mais non, c'est beaucoup trop compliqué. » Pour avoir 3 clients par année du Québec. Tu sais, c'est ça l'enjeu aussi. Là. Fait que là, alors, si le ministre dit « Oui, c'est beau », si le ministre dit « Oui, c'est beau », bien, la convention est signée et elle est déposée auprès du ministre. Et après, toute modification à la convention doit être autorisée par le ministre. Ça, c'est un autre chose. Excusez de rire, là. Oui, mais c'est complexe. Et par la suite, bon, tout va bien, c'est autorisé, c'est déposé, la grossesse a lieu, la naissance arrive. Le ministre doit être avisé par les parents d'intention de toute naissance qui résulte d'un projet qu'il a autorisé. Ça, c'est le ministre, pas le directeur de l'État civil. C'est le ministre. Le ministre. Et là, le ministre s'assure de... Mais la ministre, c'est pas le ministre lui-même. Non, là, je sais, le ministère. Mais son ministère, oui. C'est pas le directeur, c'est vraiment le ministère. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est un petit ministère, comme nous le savons. Hein? Alors, ce ministère doit s'assurer, alors, de la conformité du projet.
Alors là, il apprend la naissance. Là, il doit vérifier que le projet a été fait en conformité avec ce qu'il avait autorisé. Et donc, oui. Là, le ministre délivre aux parents d'intention une attestation de conformité. Donc, voici, vous avez bien fait votre chose, vous avez votre bulletin. Attestation de conformité ou refus de délivrer l'attestation de conformité. Alors là, par exemple, si l'enfant, finalement, n'est pas né dans le pays, dans l'État désigné comme prévu, ou s'il y a des éléments qui n'ont pas été respectés dans la Convention, il peut refuser de délivrer l'attestation de conformité. Après ça, il doit aussi y avoir, évidemment, le consentement écrit de la femme porteuse, qui est toujours une condition fondamentale à tout projet. Et là, on doit passer par le tribunal. Alors, ça, alors que pour les grossesses au Québec, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de tribunal quand on suit toutes les conditions. Les grossesses hors Québec vont impliquer de facto l'intervention du tribunal. Même si l'attestation de conformité a été délivrée? Oui. OK. Parce que là, on doit faire une demande de reconnaissance judiciaire de la filiation qui est présentée devant le tribunal par les parents d'intention. Et dans cette demande-là, on indique est-ce qu'on a eu une attestation de conformité ou on n'a pas eu notre attestation de conformité. Ça va. Puis là, si par exemple l'attestation de conformité n'a pas été émise, bien, le ministre peut venir faire des représentations devant le tribunal sur pourquoi le ministère n'a pas délivré l'attestation. Et là, le tribunal va devoir trancher à savoir est-ce qu'il reconnaît ou pas le projet parental. S'il y a une attestation de conformité du ministre, on peut s'attendre à ce que ça va être facile, ça va être non contesté, on va avoir un jugement. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'attestation de conformité du ministre, là, ça peut être compliqué. Il va se passer quoi avec l'enfant? Bien là, l'enfant... Pauvre petit enfant. Cet enfant-là, premièrement, il est né hors Québec. Ouais. Alors là, normalement, il va avoir soit un acte de naissance dans le pays, là-bas, qui va indiquer sa filiation conforme au projet parental, parce qu'il y a beaucoup de pays qui permettent tout de suite d'indiquer les parents d'intention à l'acte de naissance, ou parfois, il peut y avoir un jugement étranger qui reconnaît ce projet parental-là de GPA. Alors là, ça dépend vraiment de chaque pays, de chaque État, de chaque province. C'est quoi le modus operandi pour les projets de GPA. Parce qu'à la base, c'est le droit de cet État-là qui doit s'appliquer, qui doit être respecté. Alors là, on a soit un acte de naissance, soit un jugement étranger, et on va devant le tribunal pour essentiellement faire reconnaître ça. Alors, ce qu'on demande, c'est d'insérer dans le registre de l'État civil l'acte de naissance ou le jugement étranger pour qu'il vale la filiation de l'enfant au Québec aussi. Que cette filiation-là, qui est reconnue dans un autre pays, soit reconnue au Québec aussi. Et là, si le jugement dit « oui, nous acceptons de reconnaître la filiation de l'enfant parce que le projet parental est conforme aux conditions générales des projets de grossesse pour autrui au Québec », bien, le jugement va être transmis au directeur de l'État civil qui va entrer toutes les informations au registre et émettre un acte de naissance conforme. Alors, mais c'est un processus hautement complexe qui passe essentiellement par... C'est comme 15 étapes. 3 autorisations du ministre. Ouais. Alors, moi, j'avais noté 9 étapes au moins. Ouais. Alors, c'est vraiment un processus qui est beaucoup, beaucoup plus lourd. Est-ce que tu conseilles aux parents d'intention de ne pas faire à l'extérieur du Québec ou d'attendre que ça soit rodé? Bien, c'est sûr qu'actuellement, les grossesses qui débutent avant le 6 juin, c'est comme avant. Oui. Alors ça, c'est pas encore une problématique. Ceux qui ont des processus en cours hors Québec, c'est correct. Avant, et dont... On parle de la grossesse débute avant. Oui. Alors, si la grossesse débute avant le 6 juin 2024, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais si la grossesse débute à partir du 6 juin 2024, bien là, ça va prendre la rencontre d'information, l'autorisation préalable du ministre et tout ça. Donc, ça va être assez complexe. Ouais. Et c'est sûr qu'on va avoir des précisions qui vont venir, là. Premièrement, on va avoir une liste d'États désignés, le règlement va être publié, on va avoir plus d'informations sur comment ça va se passer, mais reste que ça va demeurer plus compliqué que d'avoir une femme porteuse au Québec. Alors, est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont se retourner beaucoup plus vers le Québec? Il y a des chances que oui. Oui, sûrement. Le but, est-ce que c'était un peu un but caché de décourager les gens d'aller à l'extérieur de la province? Bien, je pense que c'est vraiment une volonté, puis là, tu sais, c'est sous toute réserve, là, du législateur de justement empêcher la rémunération déguisée. Alors, c'est toujours cet objectif-là qui est en fond dans la perception là, que j'ai de la loi. C'est vraiment de s'assurer qu'il n'y aura pas de rémunération, qu'il n'y aura pas de marchandisation du corps humain, que ça va être fait dans des pays qui ont des valeurs puis des façons de faire qui ressemblent à celles du Québec.
Alors, dans ce contexte-là, ben, déjà, en désignant des États, c'est une assurance que ces États-là ont un processus qui est relativement similaire ou du moins accepté par le gouvernement du Québec. Puis à partir de là, ben, c'est certain que ça va être aux parents d'intention de se demander c'est quoi qui est le mieux pour moi. Mm-hmm. Parce que des fois, si tu as déjà quelqu'un que tu connais ou tu as déjà un processus entamé ou tu as de la famille déjà dans un autre pays, puis pour toi, c'est plus simple de trouver ta femme porteuse dans un autre pays, c'est sûr qu'il y en a qui vont encore vouloir aller hors Québec parce que pour eux, leur réalité personnelle, ça rend ça plus simple. Mais ça risque d'être beaucoup moins présent que ce qu'on voyait au cours des dernières années. Là, je pense qu'il nous reste peut-être un petit 10 minutes. Si ça te va, je vais poser la dernière question. Il y a quelque chose dans la loi, on n'aura pas le temps de parler de plein d'autres choses, mais il y a une chose que j'aimerais qu'on souligne qui est quand même intéressante, c'est le registre sur la connaissance des origines. Oui. Est-ce que tu pourrais en parler en quelques... Oui. En fait, ce registre-là, à compter du 6 juin 2025, c'est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui va tenir un nouveau registre qui n'existe pas actuellement sur la connaissance des origines. Et ce registre-là va contenir en fait plusieurs renseignements sur les projets qui recourent à de la procréation assistée. Alors, donc notamment... là, c'est au-delà de la gestation pour autrui. Là. Exact. Ouais. Ça l'inclut les projets qui impliquent une femme porteuse, mais ça l'implique aussi tous les donneurs. Autant d'ovules, de sperme, de gamètes, bref. Tous les donneurs vont devoir divulguer premièrement leur profil. Et ce profil-là inclut beaucoup d'informations, là, mais permet en fait, l'objectif est que les enfants nés d'une procréation assistée puissent avoir accès aux informations sur leurs origines. Alors que les gens, autant la femme porteuse que les donneurs qui participent à un projet de GPA ou un autre projet de procréation assistée, soient dans un registre qui va permettre à l'enfant de savoir, bon, ben cette personne-là, c'était quoi ses caractéristiques physiques, c'était quoi sa profession, il y a plusieurs informations comme ça personnelles qui sont divulguées, mais par contre, il y a la possibilité pour le donneur ou la femme porteuse de mentionner que si cette personne-là veut ou non être contactée par l'enfant. Alors, le choix revient vraiment au donneur ou à la femme porteuse de dire, ben moi, voici mes informations sont là, mais mes coordonnées, par contre, mes informations de contact, je veux ou je ne veux pas que ces informations-là soient divulguées à l'enfant à naître du projet. Alors, c'est vraiment, ça vise à protéger quand même la confidentialité puis le choix de certaines personnes de faire des dons anonymes, mais qui ne seront plus vraiment anonymes à 100%, parce que les informations de profil vont quand même être disponibles. Est-ce que ça s'applique aux dons qui ont été faits avant ou c'est à partir de la date d'entrée en vigueur? En fait, c'est vraiment... Actuellement, en vertu de la nouvelle loi, il y a déjà des informations qui vont être colligées, notamment par les cliniques de fertilité, qui amassent ces données-là depuis l'entrée en vigueur de la loi le 6 juin 2023 et qui vont devoir transmettre les informations au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale quand le registre va être en vigueur. Alors, l'enjeu, c'est que, sous toute réserve, là, mais je pense que vraiment la date, ce serait le 6 juin 2023 pour le moment où... C'est le 6 mars. Je suis pas certaine. Non? Là, il faudrait que je revérifie, là, parce que j'avoue que ça, je l'ai pas revérifié de façon approfondie. C'est quand le moment exact où les informations commencent à être disponibles pour... Mais c'est pas des dons qui ont été faits dans les années 90, par exemple. Non, là. Ça vise pas ça. Okay. Mais je pense que c'est vraiment l'entrée en vigueur de la loi, là. Mais bon, il faudrait que... C'est en 2023 ou 2024. Oui, la loi est entrée en vigueur, la loi 12, Parfait. le 6 juin 2023, mais il y a une période de transition de 2 ans jusqu'à l'entrée en vigueur du registre en tant que tel. Mais déjà, les informations, par exemple, sur les conventions de GPA, les informations de profil qui se trouvent dans ces conventions-là, les informations des donneurs qui participent à ces projets-là doivent être colligées et transmises au directeur de l'État civil qui transmettra au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors... Mais dans le fond, c'est que ça permet aux enfants nés de ces projets-là d'avoir accès à leur origine,
qui est quand même Oui, exceptionnel. exact. C'est une Mais bonne tu sais, nouvelle. Oui, tout à fait. Ça permet une plus grande transparence de C'est ça. l'information. Puis ça permet aussi d'avoir accès à de l'information médicale, par exemple. Alors, quand un médecin juge qu'il y a des éléments génétiques qui peuvent être importants, bien là, il est possible d'aller passer par le registre pour obtenir de l'information. Pas nécessairement le contact de la personne, mais via le médecin, ça va être possible de transiger de l'information confidentielle pour les éléments qui sont génétiques. Alors, c'est quand même une très grande avancée au niveau de la transparence, puis de l'ouverture au niveau de ce registre-là, mais c'est quand même encadré pour assurer que le consentement de tous soit respecté, puis qu'essentiellement, les donneurs puissent quand même, par exemple, on sait qu'il y a des gens qui font beaucoup de dons, mais ces gens-là, peut-être qu'ils ne veulent pas nécessairement que tous les enfants nés de leurs dons les contactent directement. Alors, c'est sûr que c'est ça, c'est plus ça. Sauf que d'avoir quand même les informations de profil de cette personne-là pour l'enfant, ça peut être intéressant de savoir, il avait les yeux de quelle couleur, les cheveux, il faisait quoi dans la vie, tu sais. C'est des informations qui sont intéressantes pour les enfants. Puis les informations vont être collectées par les cliniques, c'est bien ça? En fait, les cliniques vont collecter les informations des donneurs, donc vraiment les donneurs de matériel génétique, mais dans le cadre des projets de GPA, déjà, le profil de la femme porteuse et des donneurs doit être inclus, quand le donneur n'est pas un des parents d'intention, là, mais bon, doit être inclus dans la convention notariée. Alors, les conventions notariées vont être transmises au directeur de l'État civil qui va transmettre au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, bref, il y a un processus administratif au niveau de la transmission, mais il y a quand même une responsabilité des parents d'intention, puis avec leur notaire, de colliger ces informations-là pour s'assurer que ce soit transmis au ministre de l'Emploi. Très intéressant tout ça. Maître Héloïse Pion, merci énormément pour tous ces détails. Ça a été un plaisir de discuter avec toi de toutes les portions entourant cette loi-là. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci, Héloïse.